Et avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice avec aujourd'hui la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, dans l'actualité des idées, Les Fossoyeurs, le livre par lequel le scandale est arrivé, ou quand ou comment un livre peut-être changer la société. On en parle à l'occasion du Festival du Livre de Paris. Retour donc sur ce succès d'édition, le succès d'édition même de ce début d'année, celui des Fossoyeurs, livre publié chez Fayard du journaliste indépendant Victor Castanet, notre invité. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue à vous. 3 ans d'investigation et la mise à jour d'un système de maltraitance des résidents du leader mondial des EHPAD, le groupe Orpea. 600 000 personnes aujourd'hui résidant en EHPAD, si mes chiffres sont bons. Une maison de retraite sur 5 est un établissement privé commercial. 2 grands groupes dominent le marché en France, Orpea et Korian. Exactement. 12 rééditions pour ce livre, un tirage à 225 000 exemplaires, 142 000 livres vendus jusqu'ici, toujours 3e dans le classement des ventes d'essais ou de documents depuis sa sortie en janvier. C'est une très belle réussite, c'est ce qu'on appelle un succès d'édition. Est-ce que vous, l'auteur de ce livre, Victor Castanet, vous avez été surpris par le succès de ce livre en librairie, par sa réception, par ce que vous en disent vos lecteurs ? Évidemment, c'est-à-dire que quand vous partez sur une enquête sur les EHPAD et que vous partez pour écrire un livre sur les EHPAD, vous dites pas que ça peut devenir mainstream. C'est pas le sujet le plus vendeur, le plus glamour, le plus facile à lire. Et vous dites pas, moi je dois dire que ça m'étonne, même parfois quand je me balade dans les librairies ou à la FNAC et que je vois même des très jeunes lecteurs de 20 ans ou 25 ans l'acheter, je suis encore 2 mois après surpris. Et je me suis rendu compte ces derniers mois, effectivement, que très vite, depuis l'apparition des bonnes feuilles dans le monde, ça a enclenché un débat de société et tout le monde a été comme saisi par cette question de la manière dont on traite nos aînés. Et donc, ça a touché effectivement, moi, des générations que je ne pensais pas toucher, et ça a touché toutes les classes sociales. Des gens de milieux populaires, des gens plus aisés, parce que Orpea a des EHPAD qui coûtent très cher dans les grandes villes. Donc ça a touché un peu tout le monde. Et ça a aussi touché le secteur, ce qui fait que tous les gens, les employés du secteur, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, tous les gens qui travaillent aussi dans ce secteur, je pense, l'ont acheté ou pour s'informer ou par militantisme. Et donc non, je ne pouvais pas imaginer, il y a 3 ans, quand on a commencé avec Fayard et avec Sophie de Closet, je vous dis, on avait l'ambition, et c'était déjà une ambition forte pour moi, dont on en a imprimé, je crois, 18 000 en première impression, et si j'en avais vendu 18 000, j'aurais été très content. Ce livre, c'est 3 ans d'enquête menée dans le plus grand secret, on l'imagine. Comment vous avez travaillé pour collecter ces témoignages, ces courriers, ces rapports confidentiels ? Comment vous avez pu travailler concrètement ? Déjà, le secret, c'est une évidence, c'est le temps. Ça prend beaucoup de temps. Vous commencez, moi, j'ai été au départ alerté par des membres du personnel soignant d'un des EHPAD du groupe, l'EHPAD de Neuilly-sur-Seine, qui est celui dont on a beaucoup parlé dans les médias, qui fait justement le début de ce livre, et dans lequel on m'a raconté, des soignants m'ont raconté des dysfonctionnements graves sur des rationnements sur les produits de santé, sur l'alimentation, des carences en personnel. Donc ils m'ont raconté ça. Je dois dire que j'avais des doutes au départ, parce que je ne comprenais pas pourquoi un groupe de cette taille, dans son établissement vitrine, qui coûte entre 6 et 12 000 euros par mois, avait ces politiques-là de rationnement. Mais vous y allez comme journaliste ou en immersion ? Vous vous faites Non, embaucher ? j'y vais vraiment, je rencontre des soignants, je rencontre des auxiliaires de vie, je rencontre les familles. En fait, je vais multiplier pendant des mois et des mois de longues rencontres, parfois étalées sur plusieurs années. Hein. Il y a des sources importantes de ce livre que je vois depuis 3 ans et qui vont me décrire méthodiquement comment ça se passe. Et en fait, j'ai toutes ces rencontres, et ensuite, si vous voulez, très rapidement, je me rends compte que le fait de parler aux soignants ne suffit pas, aux gens du terrain, aux auxiliaires de vie, qu'il faut que je remonte au sein de ce groupe, voir les décideurs, les cadres dirigeants. Et c'est ça qui va me prendre plus de temps, c'est de cibler les cadres dirigeants qui sont au siège, de les identifier, de rentrer en contact avec eux, et puis de les convaincre
de bien vouloir parler. Donc ça, effectivement, c'est ce que vous permet un livre, contrairement parfois à des émissions de télé. C'est elle vous donne le temps et toute la liberté de travailler exactement de la manière dont vous le souhaitez. 3 ans d'enquête, vous le disiez, c'est long. C'est la chance ou les vertus du temps, d'avoir le temps, de prendre le temps. Vous auriez été salarié d'un journal. Peut-être un journal vous aurait offert cette possibilité-là, mais J'en doute. vous en doutez. Donc vous êtes journaliste indépendant. La maison d'édition vous l'a offert, cette possibilité de prendre le temps. Bah, elle m'a évidemment offert cette possibilité dans le sens où, notamment Sophie de Closet, l'ancienne directrice de Fayard qui a suivi tout au long de cette enquête, qui a suivi mon travail. Un, elle m'a fait confiance dès le départ. Deux, elle m'a jamais mis la moindre pression pour le rendre à tel moment, etc. Elle me disait quelque chose qui est fondamental, c'est il sera fini quand tu considéras qu'il est fini. Il n'y avait pas de délai. Et elle m'a donné les moyens, notamment une enveloppe de frais pour pouvoir travailler le plus confortablement possible, parce que dans ces moments-là, quand vous enquêtez comme ça pendant 3 ans, il faut de l'argent pour acheter vos billets, pour vous balader partout en France, pour payer à déjeuner à vos sources, pour acheter du matériel d'enregistrement. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Et quand avez-vous su que l'enquête était terminée? Parce que vous avez évoqué le point de départ. Quand est-ce qu'on sait qu'une enquête comme celle-ci est finie ou qu'on peut en faire un livre? Bah alors, c'est 2 questions. C'est-à-dire, j'ai su que je pouvais en faire un livre au bout de 4-5 mois, quand je me suis rendu compte que ça concernait pas un établissement, mais que c'était systémique, que c'était l'ensemble des établissements du groupe Orpea qui étaient touchés par une politique de réduction des coûts et aussi de captation de l'argent public mise en place par la direction générale. Donc quand j'ai compris que c'était systémique, quand j'ai compris ça, je me suis dit que ça pouvait donner lieu à un livre. Alors que des dysfonctionnements localisés d'un ou plusieurs établissements ne donnaient pas lieu à un livre. Donc là, à ce moment-là, je suis allé voir Fayard et Sophie de Closet et je lui ai proposé cette enquête. Et quand est-ce que j'ai compris que c'était fini? Alors ça, c'est plus difficile. Et moi, je suis du genre obstiné. Et j'avais du mal à lâcher, c'est vrai. J'ai réussi, je pense que je me suis arrêté quand j'avais toutes les preuves qu'il me fallait et tous les témoignages, notamment sur les faits les plus graves, c'est-à-dire sur la captation de l'argent public, la question des marges arrière, des excédents de dotation, enfin le fait que le groupe n'utilisait pas tout l'argent public qui lui était alloué. Ça, quand j'ai pu avoir toutes les preuves et que j'ai compris que mon livre était implacable, là j'ai compris qu'il était fini, mais il y avait d'autres pistes sur lesquelles j'étais prêt à aller encore plus loin. Et ça a été une discussion avec mon éditrice, avec Sophie, sur le fait que j'avais tous les éléments. 2, il y avait tout un timing avec la campagne présidentielle. Donc, il ne faut pas sortir les choses trop tard. C'était le bon moment pour le faire. Je pense qu'on a eu raison de le faire à ce moment-là. Mais oui, c'est pas facile de savoir quand on a terminé. Alors vos révélations, Victor Castanet, elles vont bénéficier d'un fort relais médiatique, plus d'une 60aine d'articles dans Le Monde qui vont traiter de ce scandale Orpea et de ses rebondissements. Pareil, une 50aine d'articles dans Le Figaro, une 20aine dans Libération. Et surtout, vos révélations, elles vont se retrouver au cœur du débat public. D'anciens directeurs d'établissements ou des responsables institutionnels vont s'interroger si on fermait les EHPAD. Est-ce qu'il faut repenser la régulation des EHPAD privés et autres questions qui se sont posées suite à la parution de ce livre. Jusqu'à hier, vous parliez du timing, du calendrier et notamment de la présidentielle. Votre enquête a été propulsée, cette enquête sur la maltraitance des personnes âgées, au cœur du débat de l'entre-deux tours qui avait lieu hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous avez employé tous les deux le mot de la dépendance. Et c'est un sujet qui a profondément touché les Français après la publication d'un livre choc il y a quelques semaines sur les conditions dans lesquelles nos aînés sont traités dans les EHPAD. La question est simple et elle s'adresse à l'un et à l'autre. Comment faire pour que cela ne se reproduise jamais? Marine Le Pen. D'abord, il faut contrôler. Il faut contrôler parce qu'il faut contrôler les endroits où les personnes sont vulnérables. Voilà, ça c'est une obligation, je le crois. Deuxièmement, il faut... Voilà, suivront donc les réponses des deux candidats en lice pour le second tour de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Après la question posée par Léa Salamé, une des deux animatrices de ce débat de l'entre-deux tours. C'est pas rien quand même de porter, comme vous l'avez fait à travers ce livre enquête, un sujet au cœur des débats. C'était ce que vous souhaitiez. Oui, évidemment. Alors, quand vous êtes journaliste,
tous les journalistes rêvent de produire un papier, une enquête qui a un impact sur la société, qui permette de faire avancer les choses et d'améliorer la société. C'est une certitude. Donc oui, c'est pas rien. Évidemment, c'est une fierté. Après, c'est une fierté collective. C'est-à-dire, moi, je le répète, et c'est pas une fausse modestie. C'est un travail collectif avec ma maison d'édition, mais c'est surtout un travail collectif avec toutes les sources qui ont participé. Quand vous faites un livre comme ça, pour qu'il ait un vrai impact, il faut que des gens s'engagent. Et ça, j'en ai eu à tous les niveaux, de l'aide-soignante, l'auxiliaire de vie, des directeurs, des cadres importants de cette entreprise, du service RH, du service médical. Il y a des gens qui se sont engagés Et qui ont pris des risques. et qui ont en vous pris des parlant. risques Ouais. et qui ont pris le risque de le faire à visage découvert, ce qui est une des seules possibilités pour qu'il y ait un vrai impact. Et c'est grâce à leur témoignage, à leur courage, à la clarté de la démonstration aussi de ces dérives qu'on a pu produire cet électrochoc. Donc moi, je leur dis maintenant, souvent, je les ai encore presque tous les jours au téléphone, et c'est une fierté pour nous tous d'avoir réussi ça. Et quand je dis réussi, il s'est déjà produit beaucoup de choses, et on espère que ça va aller au bout, c'est-à-dire que ce groupe va être poursuivi, et ce groupe est déjà poursuivi suite à mon livre et ensuite au rapport de l'IGAS et de l'IGF. Donc les gens qui ont mis en place ce système vont devoir répondre de leurs actes. Maintenant, plus globalement, il va falloir que ça change dans le secteur en général des EHPAD. Voilà, et c'est sur ce point que les deux candidats étaient appelés à se prononcer hier. Leurs propositions en la matière, il y a eu déjà des conséquences directes, des conséquences économiques et des conséquences politiques. Le licenciement du directeur général du groupe Orpea, le titre du groupe qui perd de la valeur en bourse, ça c'est les premières conséquences qui vont toucher au porte-monnaie ou au portefeuille du groupe. Et votre livre met justement en cause le modèle économique, le système qui a été mis en place. Vous racontez comment le profit, selon vous, a guidé le traitement, la manière dont on a considéré ces résidents. Aux chiffres du groupe, vous répondez dans ce livre, Victor Castanet, par des visages, par des voix, par de la chair. Orpea, écrivez-vous, avait réussi le tour de force d'industrialiser le secteur de la dépendance, pourtant peuplé de corps, de regards, de peau, de bruit et de vie. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ont été transformés en simples produits de consommation. Les personnes âgées réduites à des chiffres, les politiques de santé du groupe à des équations budgétaires. Comment on en est arrivé, selon vous, à une telle déshumanisation, à une telle désincarnation? Ça tient à beaucoup d'éléments. Un des principaux, c'est qu'à la tête de ce groupe, si vous voulez, on a mis en place Yves Lemann, l'ancien PDG, et l'ancien contrôleur de gestion d'Orpea, au début d'Orpea. Celui qui dirige Orpea, c'est un contrôleur de gestion. Son sujet, c'est les chiffres, c'est pas les humains. La plupart des dirigeants du top management d'Orpea, ce sont des gens qui vont pas en EHPAD. Connaissent pas grand-chose aux maisons de retraite. Ce sont des financiers, ce sont des gestionnaires, ce sont des comptables. Et donc, ils gèrent des êtres humains comme des comptables. Et donc, ils ont des tableaux Excel, un certain nombre d'applications, et ils font varier, si vous voulez, leurs politiques produisent des conséquences dans tous les établissements du groupe à la minute près, et ils le font en regardant des lignes comptables. Et donc, pour eux, si vous voulez, vous voyez 24 ETP, c'est 24 équivalents temps plein, c'est des postes d'aides-soignants, mais eux, ils ne sont pas sur le terrain pour voir quand ils vont réduire de 2 aides-soignants sur tel établissement pour réduire la masse salariale et dégager du profit. Mais ça, cette gestion-là, uniquement par les chiffres, et par des comptables, c'est une des raisons principales de ces dérives. Et ensuite, si vous voulez, ces dérives, elles n'ont été rendues possibles que parce que l'État a été défaillant. Ça, c'est une certitude, c'est ce que je raconte dans le livre. Et moi, c'est ce qui m'a sidéré tout au long de ces 3 années d'enquête, c'est qu'un groupe comme ça, alors qu'il est leader mondial, leader du secteur, qu'il a 350 établissements en France, que tout le monde le connaît. Pendant 20 ans, il met en place ces dérives, qui ne sont pas juste des dérives, c'est des dérives au détriment des personnes âgées et des soignants,
et sur le dos de l'argent public. C'est des dizaines de millions d'euros qui ont été captés sur l'argent public. Et l'État n'a rien vu pendant tout ce temps-là. Ça, c'est gravissime. On n'a rien vu, on n'a pas voulu voir. En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'il y a donc d'abord les premières répercussions de ce tsunami éditorial ou littéraire, c'est effectivement les conséquences économiques. La deuxième phase, c'est la réaction politique. Parce que dans ce système, il y a de l'argent public. Publié il y a à peu près 2 semaines, je crois, le rapport d'enquête des inspecteurs de l'IGAS à la demande du gouvernement est assez accablant en la matière. Il parle de la sous-consommation des crédits publics, il parle du pilotage de ces établissements qui a donné la priorité à la performance financière plutôt qu'à la qualité, à des critères qui auraient dû être mis en avant. Est-ce que, pour l'instant, la réaction de l'État vous semble à la hauteur, Victor Castanet? Alors, c'est toujours difficile quand vous êtes journaliste de juger les politiques. C'est pas exactement mon travail. En tout cas, ils n'ont pas botté en touche. Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu une réaction de l'État parce qu'il y a eu des contrôles de l'ARS partout en France. Il y a eu effectivement ces rapports de l'IGAS et l'IGF qui étaient très importants parce qu'ils sont venus confirmer les révélations du livre et donc confirmer ce qu'on dit. Tous les témoins, ils ont pris des risques pour le faire et ça a été confirmé. Et ça va déclencher une plainte de l'État. Et ça va aussi permettre à toutes les familles et les salariés qui ont commencé à porter plainte d'avoir des éléments importants dans les procédures, parce que bien souvent, c'est ça le problème. Quand vous êtes une famille et que vous portez plainte pour maltraitance, par exemple, c'est très difficile de définir des responsabilités. Donc là, vous avez des éléments qui prouvent qu'on a capté de l'argent public, ce qui a eu des conséquences sur la qualité de la prise en charge. Donc, si vous voulez, il y a eu des actions de l'État, et elles sont importantes. Mais oui, pour l'instant, elles ne sont pas au niveau. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas juste de dire qu'il y aura plus de contrôle. Ça ne sert à rien qu'il y ait plus de contrôle. Il faut des contrôles différents. Il faut des contrôles efficaces, qui ne soient pas programmés, mais qui soient surprises, inopinés. Il faut des contrôles avec des gens qui s'y connaissent en comptabilité, en finance, parce que là, les inspecteurs de l'ARS n'ont pas ces compétences-là de regarder ce qui se passe dans les comptes. Donc ça ne sert à rien de faire plus de contrôle. Il faut changer ça. Et de manière plus globale, il faut repenser le secteur. C'est-à-dire que hier, effectivement, j'ai entendu le débat. Donc Marine Le Pen dit qu'il faut plus de contrôle. Et le président de la République, Emmanuel Macron, dit on va mettre plus de personnel. Mais ça ne suffit pas, enfin c'est ce que disent les gens du secteur. Il faut repenser le secteur. Vous voyez, par exemple, on dit toujours il manque d'argent dans le secteur des EHPAD. C'est pas faux. Mais en même temps, quand vous regardez les EHPAD privés, il ne manque pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Donc il y a des gens qui pensent, par exemple, qu'une solution innovante et intéressante serait de mettre une redevance sur le chiffre d'affaires des EHPAD privés, qui sont riches à milliards, qui permettrait de refinancer le secteur. Voilà, ça, les candidats n'en parlent pas. Je pense que ce qu'ils proposent aujourd'hui est quand même pas très innovant. Je vous fais écouter la proposition du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, suite à la publication de votre livre, et je veux bien une réaction sur cette proposition. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques années, il y avait toute une série d'articles, la ruée vers l'or gris. C'était les personnes âgées, quoi. Et on se disait, il y a du business à faire. Eh bien, moi, ce que je crois, c'est que les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ne devraient pas être à but lucratif. Je considère qu'on devrait privilégier, et dans mon département, nous l'avons toujours fait, les établissements qui sont à but non lucratif et qui ont une gestion désintéressée, parce que je trouve profondément choquant que sur l'état de faiblesse de nos anciens qui doivent quitter leur domicile, eh bien, on puisse faire de l'argent. Et j'ajoute que le service, vous le dites, il est moins bon, ça coûte plus cher, et l'or gris, c'est pas du business. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, Victor Castanet ? Déjà qu'elle est surprenante de la part de Richard Ferrand et de La République En Marche. Effectivement, c'est plutôt la gauche ou l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui était, non pas pour une nationalisation, mais lui, une collectivisation des EHPAD. Mais le fait que Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et La République En Marche proposent ça, effectivement, c'est surprenant. Moi, sur ce qu'il faut faire dans le secteur et sur quoi penser du privé, moi, je peux juste, en tant que journaliste, dire que j'ai enquêté sur un groupe qui est leader mondial, qui est pour beaucoup, qui a été un modèle pendant 20 ans et qui a eu des dérives excessivement graves, qui a entraîné des situations de maltraitance pour des dizaines de milliers de personnes âgées. Donc ça, je peux le dire. Et en revanche, dire que tous les privés, tous les EHPAD privés, dans tous les EHPAD privés, ça se passe mal et dans le public, ça se passe bien, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Je pense qu'il y a des EHPAD
privés lucratifs où ça fonctionne mieux, et je pense qu'il y a des EHPAD publics où il y a des dysfonctionnements. En revanche, ce que je peux dire, c'est que dans cette enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins deux causes à ces situations de maltraitance, à cette pression financière sur ces établissements. C'est le fait que ces sociétés soient cotées en bourse. C'est pas tant qu'elles soient privées, c'est qu'elles soient cotées en bourse. Quand elles sont cotées en bourse, vous avez là 2 injonctions contradictoires, ce qui est vous devez vous occuper d'êtres humains vulnérables, et 2, vous devez rassurer vos actionnaires en mettant en place des politiques de réduction des coûts qui ne vont pas avec votre première mission. Donc ça ne tient pas. Et la deuxième chose dont on a assez peu parlé, c'est que ces groupes font de l'immobilier. Ils gagnent de l'argent en revendant les chambres de ces EHPAD, qu'ils ont pourtant obtenu gratuitement via des autorisations. Et donc, ils font de l'immobilier. Et en faisant de l'immobilier, ils mettent une pression financière forte sur leurs établissements qui doivent ensuite rembourser des loyers. Et ça crée des situations de maltraitance. Donc, c'est 2 faits qui me font dire que ces 2 éléments qui, pour moi, entraînent cette pression financière et qu'il va falloir revoir. Voilà, 3 mois après la publication du livre, le débat est encore ouvert, en France notamment. Vous évoquiez quand même la question économique, l'immobilier, le rationnement, le profit qui se joue autour de ça. Ça se révèle aussi à travers les titres chocs de vos chapitres. 3 couches par jour, euthanasie VIP, des mères de toit pour faire des économies. On fait du parquage de vieux, des citations, le plus souvent des choses vues, des choses lues ou des choses entendues par vous, Victor Castanet, à l'occasion de ces 3 ans d'enquête pour ce livre Les Fossoyeurs, révélations sur le système qui maltraite nos aînés, paru chez Fayard. Alors, est-ce qu'il y a une forme de gérontophobie moderne, française, peut-être typiquement libérale? Je vous propose d'écouter les mots de la productrice, essayiste, écrivaine Laure Adler, auteure de La voyageuse de nuit. Il y a vraiment tout un problème de revalorisation de cette vieillesse qui était quand même au cœur de notre fonctionnement de société il n'y a pas si longtemps, qui est à opérer. Une visibilisation sociale, psychologique et morale. Parce que nous, en France, on est particulièrement obsolète et scandaleusement ségrégationniste vis-à-vis de nos vieux. Dans la plupart des pays d'Europe du Nord, il y a une considération, il y a une inclusion dans la cité, il y a un accompagnement, il y a une reconnaissance. Chez nous, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Ça nous demanderait beaucoup de temps, mais je pense que c'est des ressorts, des fondements du néolibéralisme. On ne travaille plus, on doit dégager, on doit se mettre le plus loin possible pour laisser la place. Mais j'en reviens à l'EHPAD où j'étais hier matin. À droite, il y a l'EHPAD, à gauche, il y a la crèche. Dans le jardin où sont les personnes âgées, ils entendent les enfants et les enfants entendent et viennent partager du temps avec les personnes âgées. Mélangeons. Voilà, Laure Adler, est-ce que les solutions, Victor Castanet, parce qu'il n'y en a sûrement pas qu'une, elles passent par la loi, mais probablement pas seulement, surtout ou d'abord, pensez-vous, par un changement des mentalités, qui sera long peut-être? Oui, alors ça c'est une certitude. Vous voyez, le succès du livre, il tient au fait que, si vous voulez, les gens ont été choqués par les pratiques de ce groupe, mais plus généralement parce que ça nous a ramené à tous à notre propre culpabilité sur la manière dont notre société et nous individuellement, on gère nos aînés. Ça, c'est sûr. Une forme de tabou, ce tabou de la vieillesse, ouais, cette invisibilisation. Et effectivement, c'est très loin de ce que peut trouver soit en Europe du Nord, moi je l'ai vu en Suède notamment, ou alors en Asie ou en Afrique. Moi, effectivement, j'ai été interpellé souvent dans la rue par des citoyens qui m'ont dit d'aller au bout, qu'ils étaient derrière moi, etc. Et alors, quand c'est des citoyens d'origine africaine, par exemple, ils sont sidérés, mais même par le principe même des EHPAD. Quand vous êtes au Maroc, en Tunisie, vos parents, jamais vous les mettez dans une maison de retraite. Vos parents, vous allez les mettre quand ils vieillissent. Souvent, vous construisez un appartement à côté ou souvent au-dessus de chez vous pour pouvoir les loger. Et effectivement, il y a un rapport différent aux parents, aux grands-parents, à l'âge. Et c'est souvent, ils sont considérés comme les sages, ceux qui peuvent justement transmettre, qui ont l'expérience. Ils sont très importants dans le socle familial. En France, c'est pas pareil. C'est cette idée du mélange qu'évoquait à l'instant Laure Adler. Et donc, il faut repenser effectivement la manière dont on traite nos personnes âgées et le temps qu'on a à leur consacrer. Et Michel Onfray disait quelque chose de très beau après la sortie du livre. Il était interviewé, il disait « Notre société a délégué
l'amour et la tendresse qu'elle portait aux personnes âgées. Et c'est vrai, elle l'a délégué à d'autres, à des aides-soignants, des auxiliaires de vie, qui d'ailleurs bien souvent sont d'origine africaine et qui font qui remplissent cette mission pour nous. Et ça, effectivement, c'est à nous tous d'évoluer là-dessus, de se donner le temps aussi. Oui, c'est de nouveau cette question, c'est ça, du temps. De consacrer du temps à nos grands-parents. Et puis, il y a aussi une manière de repenser presque même l'architecture et la place des EHPAD. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez dans un EHPAD aujourd'hui, ça sent comme un hôpital, c'est fermé, c'est souvent loin de la ville. C'est vraiment un lieu... pour moi, en tout cas, désagréable et opaque, fermé. Il y a des établissements, moi je suis allé en Suède en visiter notamment, souvent les EHPAD sont bien plus ouverts, même dans l'architecture, vous avez des grandes baies vitrées, ils sont au milieu de la ville et ils ont mis en place plein de pratiques. Moi je sais qu'il y en avait une qui m'avait marqué, ils avaient mis en place au sein de l'EHPAD un restaurant. Et ce restaurant était ouvert aux voisins, aux commerçants voisins. Et donc vous aviez à la fois des personnes âgées, mais aussi des gens de la cité qui étaient là. Il y a eu des précédents, on se souvient des grèves nationales des personnels en 2017 sur ce sujet, suivi d'une mission flash lancée par le ministre de la Santé Agnès Buzyn, des rapports à l'Assemblée. Mais c'est un livre, donc le vôtre, Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui semble avoir permis un réveil des consciences. Pour conclure, après le consentement de Vanessa Springora, après la Familia Grande de Camille Kouchner, on voit que les livres peuvent encore faire bouger les choses. Où réside pour vous le pouvoir des livres ? Bah oui, ça, effectivement, ce livre, il raconte ça. Comment le livre et l'écriture peut encore avoir un impact et un impact plus important. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Il y avait effectivement eu des émissions de télé, il y avait eu Envoyé spécial, complément d'enquête, qui avait eu un certain nombre de révélations déjà dans ces émissions. Et effectivement, en France, la société est encore très réceptive aux livres, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un objet encore sacré en France, puis c'est un objet qui dure. Ce livre-là, une émission de télé, c'est un soir, ça devient un replay, etc. Mais un livre, pendant 2 mois, il peut vivre. Et puis quand vous lisez un livre, il y a aussi une manière pour le lecteur de s'engager qui est différente du téléspectateur. Vous allez consacrer, moi, mon livre, pour lire, il y a 140 000 personnes qui l'ont acheté, il faut y consacrer plusieurs heures. Ça prend 4, 5 heures, 6 heures à lire. Il y a un engagement. Et donc, oui, je pense qu'encore en France, et c'est très rassurant, et moi, ça m'a effectivement rassuré, et sur mon métier et sur l'écriture, avec un livre, vous pouvez changer les choses. Ouais. Voilà, et ce soir sera inauguré le Festival du Livre. Demain, ses portes ouvriront au public à Paris. Du pouvoir des livres, merci beaucoup Victor Castanet d'être venu nous parler de votre livre enquête, 3 ans de travail, Les Fossoyeurs, édité chez Fayard, le succès de librairie de cette rentrée d'hiver de janvier. Merci encore. Merci. Il est 13h23 sur France Culture. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Et tout de suite, c'est le rendez-vous de la médiatrice avec vous, Emmanuelle Davier. Bonjour. Bonjour, Olivia. Et avec votre invitée, la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Bonjour. Bonjour. On commence par les messages reçus à l'issue de la grande table d'hier, dans laquelle était invitée la journaliste Laetitia Strauch-Bonnard, qui a publié en février le livre intitulé « De la France, ce pays que l'on croyait connaître » aux éditions Perrin Presse de la Cité. Ouvrage dans lequel elle consacre 2 pages à la grande table avec des propos à charge sur le manque de pluralisme de l'émission. Hier, à la fin de votre émission, Olivia Gesbert, vous lui avez dit ce que vous pensiez de ces 2 pages et des auditeurs ont qualifié votre prise de parole de règlement de compte et de droit de réponse à sens unique. Je vous lis le message d'un auditeur. J'ai été choquée par la façon dont Olivia Gesbert a traité son invitée en fin d'émission sans que celle-ci ait l'occasion de pouvoir répondre. Je le regrette d'autant plus que je suis fan de la grande table depuis des années. Alors on commence avec vous, Sandrine Trainer. Comprenez-vous les réactions de vos auditeurs ? Moi, je comprends toujours les réactions de mes auditeurs, mais je ne les partage pas forcément ou totalement. Je voudrais d'ailleurs, à ce titre, rappeler que nous avons aussi également reçu beaucoup de courriers dans l'autre sens, ce qui est souvent le cas, au fond, quand il se passe une petite chose à l'antenne. Écoutez, au risque de vous décevoir, j'ai tout de même envie de rebondir sur ce que disait l'invité
cité à l'instant d'Olivia Gesbert sur les livres et leur rôle sacré dans ce pays. Il est tellement sacré pour nous que nous y consacrons des émissions jour après jour de manière quotidienne. Je crois que le livre en France, j'ai cette fierté-là, je crois que le livre en France se porterait moins bien si France Culture n'était pas là et si singulièrement le travail qui est fait dans la grande table des idées chaque jour par Olivia Gesbert et son équipe n'existait pas. Et donc, c'est de bonne guerre et après tout, la liberté d'expression commande la possibilité de pouvoir reprocher à tel ou tel un manque de pluralisme. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que la grande table des idées est une émission qui précisément rend compte de la vie du livre en France et que, une fois encore, les livres se porteraient beaucoup moins bien si ce travail n'était pas fait. Alors c'est ça que je voudrais dire dans ce jour où, par ailleurs, vous m'autoriserez à venir parler avec d'autant plus de sourire que nous avons ce matin eu l'annonce d'audience tout à fait historique et exceptionnelle. Ensuite, dans le détail, dans le travail de la productrice, par ailleurs, je peux en témoigner, totalement respectueuse du pluralisme. Il y a la question de la gestion du temps d'antenne. Et parfois, ce temps d'antenne dérape un peu. Et je crois que c'est tout simplement ce qui est arrivé hier. Olivia Gesbert. Non, mais voilà, j'ai juste voulu rappeler effectivement en fin d'émission peut-être ce à quoi nous croyons, ce à quoi je crois, et notamment cette recherche du pluralisme à travers nos invités. Il n'y avait ni règlement de compte, ni attaque personnelle dans mes mots. Je l'espère que ça n'a pas été perçu par notre invité comme par les auditeurs comme tel. J'étais d'ailleurs un peu désolée d'avoir peut-être mal communiqué mon ressenti et que ça a été interprété comme tel. L'heure tournait, c'est vrai que je ne lui ai pas redonné la parole. Elle dit ce qu'elle veut dire sur l'émission dans ce livre qui vient de paraître et pour laquelle j'ai été heureuse de la recevoir parce que tout ça a quand même été précédé d'une demi-heure d'une discussion qui était passionnante et que je pense qu'elle est une voix dans le débat aujourd'hui sur les fractures françaises. C'est pour ça que je l'ai invitée, c'est pour ça que je l'avais invitée il y a 4 ans et c'est probablement pour ça que je la réinviterai et j'espère qu'elle viendra. On poursuit avec la campagne présidentielle et une question d'une auditrice. Quels sont les critères qui ont déterminé l'ordre de passage des 2 candidats ou leur soutien invité au matin? Y a-t-il un tirage au sort? Alors Sandrine Trainer, comment cela se passe? Alors en l'occurrence, contrairement effectivement à la manière dont se passent les choses à la télévision et par ailleurs dans le débat d'hier soir où en fait ce qui était tiré au sort c'était qui aurait la parole, le premier ou la première de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Non, en fait c'est plus artisanal que ça, c'est-à-dire on voulait véritablement sur France Culture consacrer 2 matinales dans l'entre-deux tours au sujet justement des idées, du débat d'idées et de la culture. Nous avons lancé les 2 invitations. Emmanuel Macron a confirmé sa venue la veille au soir de sa venue et Hervé Juvin, du reste, la veille au soir également de sa venue ce matin. Non, c'est un peu le hasard. Je crois que de toute façon, cette question de l'ordre ne pose plus tellement question à l'heure du podcast. Les 2 émissions sont à réécouter sur notre site et sur l'appli Radio France. On termine avec des remarques concernant votre partenariat avec Sciences Po. Je vous lis le message d'un auditeur. N'avez-vous pas l'impression de céder à une certaine monoculture Sciences Po dans votre traitement des questions d'actualité? Citation de livres des éditions Sciences Po, intervenants et bientôt les podcasts. C'est pratiquement tous les jours dans toutes les émissions d'information et de débat. Cédez-vous à l'entre-soi? Réfléchissez-vous à l'introduction d'une forme de diversité de points de vue? Et puis un autre auditeur écrit « Je regrette vivement ce rapprochement Sciences Po France Culture. Cela envoie un signal fort malvenu à notre époque où la collusion des élites est sur toutes les lèvres. Cela n'apporte rien si ce n'est l'impression d'entre-soi parisien. France Culture doit à tout prix continuer de surprendre avec exigence, indépendance et créativité et ne pas céder à ce genre de confort intellectuel. Stimulez-nous, soyez subversifs avec élégance et indépendance. Sandrine Trainer, comment recevez-vous ces remarques ? Comme dirait l'autre, à 13h29, j'ai à peine le temps de vous répondre. Non, la question des podcasts, en l'occurrence, c'est exactement... Moi, j'agrée tout à fait les propos sur la fin de cet auditeur. En l'occurrence, les podcasts, il s'agit, comme pour le Collège de France, de proposer au grand public des leçons inaugurales qui, justement, n'ont lieu qu'au sein des institutions universitaires et que nous donnons à entendre. Et dans cette première sélection, il y a une conférence de Václav Havel qui est véritablement
véritablement très appréciable, je crois. Et puis, non, juste vous dire dans le souffle qui me reste que en l'occurrence, lundi matin, nous avons effectivement débriefé le premier tour lundi dernier, le premier tour de l'élection avec des professeurs qui officient notamment à Sciences Po, mais pas uniquement. Nona Meyer est, je crois, par exemple, une des meilleures spécialistes de l'extrême droite aujourd'hui en France. Elle était là pour ça. Elle travaille aussi au CNRS comme beaucoup d'autres. Donc, je crois que les universités sont très présentes de manière générale sur l'antenne de France Culture. Voilà, je reste Oui, le maître de la pendule. Donc, il faut Merci. que je vous remercie beaucoup toutes les deux, Emmanuelle Davier, Sandrine Trainer, et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table pour toute cette semaine.